Donc aujourd'hui, ce qu'on va présenter, donc ça s'appuie toujours, je dis toujours parce qu'on a déjà présenté l'année dernière et l'année précédente des choses à partir de ce corpus que nous commençons à un peu alimenter de manière un peu plus massive. Donc à partir du corpus des marins du Plessis-Bertrand et la base de données du projet GEMER qui est en cours de construction. Donc cette base va s'attacher notamment à enregistrer l'ensemble des embarquements effectués par les marins donc, du Plessis-Bertrand qui vont apparaître dans les registres de matricule entre 1697 et 1731, ces registres étant conservés au SHD à Brest. Les marins que nous avons retenus ont tous navigué sur la période de paix qui va de la guerre de la Ligue d'Augsbourg jusqu'à la guerre de succession d'Espagne, donc entre 1697 et 1702. Par ailleurs, l'ensemble des marins du corpus sont tous encore en vie au début de l'année 1702. Donc là, c'est pour resituer un petit peu l'idée de départ, comment on est le corpus initial. Donc les embarquements sont enregistrés et ils comprennent les navigations donc, vers l'Amérique du Nord pour les pêches, vers les Amériques, la course, mais aussi vers le départ pour l'Inde, la Chine et les mers du Sud. Parce qu'en fait, les registres de matricule nous donnent une information telle que celle-ci et la quatrième colonne va nous donner tous les départs pour la navigation, on va dire, privée, enfin, avec tous les éléments de langage adéquats. Donc on a pour un marin donné donc, tous les enregistrements. Donc ici on a le marin Guy Garnier donc, qui a embarqué 9 fois. Il est parti à la fois pour Terre-Neuve plusieurs fois, soit au Petit Nord, soit au Labrador. Il est parti aussi en course sur la Capricieuse en 1704. Il partira aussi 2 fois pour les mers du Sud. Et il va partir donc une première fois en juillet 1703 sur le Comte de Plouer en tant que pilote pour les Indes et repartira sur le Neptune en 1719 pour, là, cette fois-ci, les mers du Sud. C'est-à-dire que dans les rôles dans ces registres de matricule, on a le nom du bateau, la destination et l'année et le mois de départ. Donc c'est là-dessus qu'on s'est un petit peu basé pour travailler. Donc ce sont ces navigations pour les mers du Sud qui vont nous intéresser aujourd'hui, alors même que ce sont des navigations qui ne sont pas autorisées par l'autorité royale. Si on regarde, que je ne fasse pas de bêtises, si on regarde donc de façon exhaustive, on a travaillé sur l'année 1703-1704, la seule année 1703-1704. On s'aperçoit donc qu'on a donc 131 bateaux qui sont partis. On a recensé à partir de nos marins 131 départs de bateaux. Sur ces 131 départs, on a plus de la moitié, c'est-à-dire 59%, je ne sais pas si vous voyez bien, 59% de bateaux qui partent en course. 23% qui vont partir donc, près du quart, qui va partir à la pêche. Alors, sachant qu'à la pêche, beaucoup sont partis et en course à la pêche. En fait, ils avaient ces deux missions. Et pour les Amériques, 4%. Et Chine et mer du Sud, donc ce qui va nous intéresser, Chine et mer du Sud qui nous intéressent aujourd'hui, on a simplement 4% des départs. On a recensé en effet 5 navires, 3 en 1703, donc on a le Munériné, le Saint-Charles et le Baron de Breteil. En fait, le Baron de Breteil, c'est le nouveau nom du comte de Plouer sur lequel est embarqué notre Guy Garnier évoqué précédemment. En 1704, on a le Royal Saint-Jacques et le Saint-Esprit qui sont partis pour ces destinations lointaines. Alors, si on regarde l'ensemble de la période, on a 27 départs pour la Chine, enfin qui sont nommés comme étant pour la Chine, l'Inde ou les mers du Sud. Et cette période couvre de 1701 jusqu'à 1722. Donc, on a recensé 27 départs. Sur ces bateaux, on a pu compter 69 marins de notre corpus qui sont partis, donc 69 marins sur les 490 que nous avons dans notre corpus.
ce qui représente 14% des marins du corpus qui partent vers ces destinations. Peu de ces marins partent pour des voyages donc longs et lointains tels que ceux évoqués, et seul un marin sur 10 va partir plus d'une fois pour ces destinations. On trouve donc 27 voyages à la mer du Sud, donc on a vu un petit peu la temporalité. On a presque 3 marins qui partent, marins cancalés de notre corpus en fait, qui partent pour ces destinations, et l'âge moyen au moment de l'embarquement est de 33 ans. Donc ça, c'est un petit peu des statistiques générales. Et nous avons par exemple le Murinet, donc on évoquera à plusieurs reprises au cours de cette intervention, non seulement pour son voyage, mais aussi peut-être pour détailler davantage l'équipage cancalé qui le compose. On retrouve 16 marins de notre corpus qui sont sur ce bateau, alors même qu'il y avait 22 cancalés au total présents sur ce bateau, qui était composé d'un équipage de 350 hommes. Donc ce bateau est dit partir pour les Indes, si on regarde les éléments qui sont à notre disposition. Alors, quand il est indiqué que le navire part pour la Chine ou l'Inde, ce n'est pas l'exploitation des richesses supposées de ces pays lointains qui sont le vrai but des armateurs et des navigateurs français, qui disent partir pour ces destinations. En fait, ils ne cherchaient qu'à écouler en Amérique les produits français et rapporter en échange d'or et d'argent des mines du Chili et du Pérou qui sont sur la route des Indes. Le père Niel, donc, qui est un jésuite qui a été embarqué notamment sur le Saint-Charles en 1703, n'est pas arrivé à Canton, mais à Lima. Et il évoque dans des courriers adressés, dans des lettres adressées au père Lachaise, que tout était prévu, donc de ne pas arriver à Canton, mais plutôt dans les mers du Sud, dès le départ du bateau. Donc ce n'était pas forcément une surprise. Alors, qu'en est-il de ces voyages ? Si on prend le Saint-Charles et le Murinet, donc qui, je vous rappelle, est parti en 1703, sont partis en 1703. Donc le Saint-Charles, c'est un bateau de 450 tonneaux, il a 40 canons, il est composé d'un équipage de 124 hommes, et son capitaine est Ducoudray-Perret. Donc le bateau, comme je le disais tout à l'heure, il est officiellement prévu pour la Chine, mais va rester en mer du Sud. Il restera en mer du Sud avec le Murinet et le Royal Saint-Jacques qui est parti quelques mois plus tard. Donc les deux navires, le Saint-Charles et le Murinet, sont partis de Saint-Malo le 26 décembre 1703. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Donc, en fait, ils sont partis le 26 décembre 1703. Ces deux bateaux sont armés par la Compagnie des Indes et 4 légieux sont à bord du Saint-Charles. C'est ceux-là même qui vont s'arrêter non pas à Canton, mais à Lima. Le 11 janvier 1704, ces deux navires passent le large des Canaries, ils ne font pas d'escale, mais sous l'équateur, un écalme plat immobilise ces deux navires, ce qui leur fait perdre un petit peu de temps. Et à la fin du mois de mars, ils entrent dans le détroit de Magellan. Là, les choses vont se gâter parce que le 2 avril 1704, on va voir qu'un ouragan va surprendre le Saint-Charles au mouillage à l'intérieur du détroit, et on peut lire dans le rapport de mer que les navigateurs pensent périr tellement le coup de vent est fort. Le bateau nécessite donc plusieurs jours de réparation, et vers le 22 avril, la décision est prise de quitter ce détroit de Magellan, de ressortir, et non plus de passer par le détroit de Magellan, mais de repartir par le Cap Horn pour rejoindre les mers du Sud, où le navire, donc le Saint-Charles, va retrouver le Murinet à Concepción.
Ensuite, ces 2 navires vont rejoindre Arica, où le Saint-Charles va rester jusqu'au 29 juin, puis va se rendre à Hilo, puis Callao, où là, il restera 5 mois pour les affaires, encore une fois. Et le 7 mai 1704, il retrouve le Murinet et le Saint-Jacques, qui lui-même est parti, donc, comme je disais un peu plus tard, de Saint-Malo par rapport au Murinet et au Saint-Charles. Et c'est là que le Saint-Charles décide de revenir en France avec le Murinet. Lors du voyage du retour, donc, il repasse par le Cap Horn et il rencontre des corsaires anglais. Mais le Saint-Charles arrive finalement à Saint-Malo au mois de janvier 1706. Donc ils sont partis, on va dire, toute l'année 1704 et toute l'année 1705. Alors un autre voyage qui est plutôt intéressant aussi à étudier, qu'on a pu reprendre, c'est le Tour du monde de la comtesse de Pontchartrain, qui est un navire qui quitta Saint-Malo en mars 1714 et qui est revenu en novembre 1717. C'est un navire marchand qui est commandé par le capitaine Forger, sieur de la Langerie. Sa jauge est de 250 tonneaux et son équipage est formé de 108 hommes et son armement composé de 30 canons. Ce vaisseau est détenu par un armateur privé, le Chevalier de Buisson, qui arma au même moment le navire Le Brillant. L'intérêt que nous avons porté sur la comtesse de Pontchartrain vient du fait que c'est un navire qui a fait le tour du monde d'est en ouest, 60 ans avant James Cook, à qui on attribue le premier tour du monde. Généralement, c'est à James Cook qu'on attribue ce premier tour du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce bateau ? Donc, il a l'autorisation de partir en 1713 et il quittera le port de Saint-Malo le 1er mars 1714, alors qu'on lui avait donné pour consigne que au navire de se rendre en Chine sans passer ou repasser directement ou indirectement en mer du Sud et en Amérique espagnole. Donc, c'était dans sa ligne, on lui avait directement stipulé qu'il ne devait pas se rendre donc dans la partie des mers du Sud. La comtesse de Pontchartrain, au départ de Saint-Malo, nous donne donc le rôle d'équipage, nous donne le nom de 17 cancalés, dont un lieutenant, le sieur Robineau des Moulières, et nous retrouvons parmi ces 17 cancalés 7 marins de notre corpus. Sur le Brillant, on avait un seul cancalé qui est embarqué, mais celui-ci n'appartient pas à notre corpus. Donc, si on n'avait pas au départ la vision de ce navire qui était parti. Après avoir essuyé une tempête dans le golfe de Gascogne, le 21 janvier, la comtesse de Pontchartrain voit se briser son mât de misaine, alors que les 2 frégates s'étaient abriquées au niveau de l'estuaire du Tage, ce qui contraint la comtesse de Pontchartrain à relâcher à Lisbonne, où elle va rester du 25 mars au 4 avril. Le Brillant, lui, a continué vers les Canaries, où il sera rejoint par la comtesse de Pontchartrain le 17 avril. Les 2 bateaux repartiront ensemble 7 jours plus tard, c'est-à-dire le 24 avril. Après s'être ravitaillé en produits frais pour pouvoir assurer la traversée sans escale, puisqu'après on n'a aucune référence à des escales avant Canton. Ils vont passer par les îles du Cap-Vert et donc ils passeront cette fois-ci par le cap de Bonne-Espérance et ils atteignent le détroit de la Sonde le 25 août. Donc ils arrivent dans la zone évoquée, enfin on arrive du coup dans les mers interdites. Voilà, on commence à rentrer dans les zones interdites.
Donc ils arrivent le 23 septembre à Canton. Là, de nombreux marins sont malades. La traversée a été longue et beaucoup, évidemment, ont le scorbut. Enfin, l'équipage n'est pas en très bonne forme. Donc certains sont débarqués à terre pour être soignés. Et ça permet aussi aux capitaines de faire du commerce. Ils vont rester 9 mois à Canton pour faire le plein en marchandises telles que des porcelaines, des tissus, etc. Par contre, on a pu recenser lors de cette escale de nombreux décès, dont François Blondel et Jean Périgot, des marins de notre corpus aussi. Le Briand et la comtesse de Pontchartrain vont quitter finalement Canton le 9 juillet 1715 et vont continuer leur route par l'Est pour passer le Cap Horn et donc passer par le Pérou et le Chili pour revenir en France. Alors même que ça leur avait été interdit, ils avaient décidé les deux capitaines souhaitaient revendre leurs marchandises au Pérou et au Chili afin de revenir avec les richesses autres venant du Pérou et du Chili et donc notamment des piastres. Ils voulaient revendre leur cargaison. Donc pour justifier le fait de passer par l'Est et non pas de revenir par l'Ouest, on peut lire que, prêts à partir, ils apprirent qu'il y avait plusieurs forbans qui gardaient les détroits, ce qui les fit résoudre de passer par le détroit de Formose. Évidemment, ça donnait une bonne excuse. Donc après 8 jours de mer, ils ont atteint les îles méridionales de l'archipel du Japon. Et là, Jean Forget a réalisé une carte, alors je ne l'ai pas mise ici, qui, bien qu'imprécise, est quand même restée longtemps comme une référence pour cette zone, dans la cartographie de cette zone. La suite du périple, il traverse le Pacifique Nord-Est, et ce qui amène la comtesse de Pontchartrain aux îles des Tres Marias. Donc là, finalement, par rapport à la carte, on est de l'autre côté. Donc on est au large du Mexique. Et le 26 octobre, elle est rejointe par le Briand, qui a mis un tout petit peu plus de temps pour atteindre cette même destination. Il quitte alors l'archipel des Tres Marias le 8 novembre pour se rendre dans la baie des Bandiras en Nouvelle-Galice. Et les bateaux, là, sont en très très mauvais état suite à cette navigation. Le Briand est mangé par les vers et son mât de Beaupré est endommagé. Les marins sont malades, faibles et les vivres manquent. Donc, ils commencent un petit peu à rester dans ces territoires, et ce qui leur permet aussi de commencer à négocier leur cargaison de porcelaine et de ballots contre des piastres, comme ils le souhaitaient. Les deux navires quittent enfin la baie le 21 décembre et atteignent le Pérou, Paita au Pérou, le 11 février 1716. La route des deux bateaux se sépare à ce moment-là, puisque la comtesse de Pontchartrain repart pour Valparaiso au Chili. Le 21, elle y arrive le 10 avril pour négocier là encore sa cargaison. Elle repart le 27, elle remonte jusqu'à Cobira le 14 juillet où elle reste jusqu'au 5 novembre. Le 10 novembre 1716, la comtesse de Pontchartrain arrive à Arica cette fois-ci, où le Briand la retrouve le 27 avril 1717, après avoir navigué elle aussi dans les mers du Sud pour vendre sa cargaison. Elle décide, la comtesse de Pontchartrain, le capitaine de la comtesse de Pontchartrain décide alors de faire charger le reste de sa cargaison sur le Briand parce que le capitaine Forget souhaite repartir vers la France. Et le 17 juin 1717, elle arrive au Ilha Grande, cette fois-ci plus donc côté Brésil, je fais comme ça, mais c'est peut-être ici. Donc on est du côté Brésil, là, au niveau du Brésil, du 29 août au 4 septembre. Et enfin, elle arrivera à Saint-Malo le 22 novembre 1717, donc, en ayant bouclé
son tour de monde d'est en ouest et riche de 100 000 piastres. Le brillant, lui, a eu moins de chance puisque, toujours dans les mers du Sud, il est pris par l'escadre du Martinet le 11 septembre. Martinet est un Français qui le force à se rendre aux Espagnols. Donc il perd le bateau, sa cargaison et donc les piastres aussi. Et le capitaine Louvel ne retournera en France qu'en septembre 1718 sur un autre navire français, la Fidèle. Voilà, je te laisse. Donc voilà pour les voyages. Merci. On va partir. Donc vous aurez remarqué effectivement qu'il y a une double entorse. Il y a le fait effectivement d'aller dans des eaux en mer du Sud où normalement évidemment aucun étranger n'a pénétré, mais je vous rassure, les ministres français étaient parfaitement au courant. C'est toujours intéressant dans la correspondance de voir leur stupéfaction. Ah bon, alors que les bateaux y vont quand même par dizaines. Et l'autre infraction évidemment c'est par rapport aux vice-royautés, puisque le galion de Manille et donc la route ici est la même, c'est par rapport à la vice-royauté du Mexique et pas celle du Pérou. Donc les Français ont réussi effectivement là à faire un beau carton. Alors ça ne marche pas toujours. Donc moi je me suis intéressé plus à l'équipage finalement, sans regarder du tout ce qu'ont fait les bateaux. J'ai juste regardé les rôles d'équipage, voir un petit peu quels étaient les axes qu'on pouvait éventuellement tirer et quel enseignement on pouvait tirer de ces rôles d'équipage. En fait, donc je parle du Murinet, je parle donc, du voyage précédent en 1703-1706. Donc Murinet et Saint-Charles, puisque le Royal Saint-Jacques, je crois qu'il y avait une personne du Plessis-Bertrand qui était embarquée dessus. Mais bon, ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est de voir l'importance des gens embarqués. On n'avait pas vu ça. Vous savez que les voyages en mer du Sud ont commencé vers 1698. C'est les flibustiers qui ont appris, comment dire, aux Malouins à passer le Cap Horn. Ce n'était pas une habitude à l'époque. Et donc, à partir de là, les Malouins ont réfléchi très opportunistes et se sont dit qu'effectivement, du commerce en droiture pouvait directement pouvait être tenté dans cette zone. Et la réconciliation, évidemment, avec l'Espagne est bien avant le traité de Ryswick, a permis effectivement d'imaginer de tels voyages. Bon, donc sur le Murinet et donc sur le Saint-Charles, on a 44 marins du Plessis-Bertrand qui sont embarqués. C'est énorme. Donc il y en a 31 qui sont identifiés. Et sur les 31 identifiés, il y a 24 cancalais, donc cancalais purs, qui relèvent du corpus. Le résultat de tout ça, c'est que sur ces 24 cancalais, il y en a 4 qui sont morts. Ça aura de l'importance pour ce que je dirai après, étant donné que 4%, faites le calcul rapide, c'est 16% de perte, une létalité à 16%. C'est énorme. C'est énorme. Vous comprenez bien, rien qu'un rôle d'équipage est capable de vous dire ça. Et c'est peut-être pas étonnant qu'on ne retrouve plus après autant de cancalais, parce que je pense que ce genre de perte, et je vais vous donner l'identité des morts après, vous comprendrez mieux, ça fait quand même réfléchir un petit peu. Est-ce que ça vaut le coup, finalement, de faire des voyages aussi longs, sans oublier qu'il faut aussi, si c'était des voyages qui s'étaient répétés, imaginer comment dire, travailler sur l'absence. Donc des familles, des enfants qui ont été mis en route, alors là, dans le cas présent, certains reverront évidemment jamais leur père, des femmes effectivement qui sont seules très longtemps avant de s'apercevoir qu'elles sont veuves, etc., etc. Bon, il y a toute cette dimension aussi. Je dirais que pour ce type de navigation, il y a plusieurs critères qui doivent être réunis, me semble-t-il, essentiellement quand on est un commandant et qu'on recrute un équipage. Tout ça est très bien indiqué sur plusieurs rôles d'équipage également, comment recruter des équipages. Et le premier critère, c'est l'expérience. Alors là, c'est assez extraordinaire parce que sur les 44 personnes même, aucun n'est jamais allé en mer du Sud. Aucun n'est jamais allé en Amérique. Je parle aux Antilles. Ce qui veut dire que ces voyages en mer chaude, et voyages négriers inclus, triangulaires ou en droiture, peu importe, aucun de ces marins ne les a jamais faits. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a peut-être un problème. Cela étant, même si l'on prend les plus jeunes, on ne peut pas parler d'inexpérience pour autant. On a par exemple l'exemple, alors le seul, d'un Thomas Grossin, qui n'aurait que 14 ans
quand il part, mais bon, son père est là. Donc son père Laurent, il est enseigne à bord, donc il est à même de le protéger. Il a 42 ans. Il était déjà pilote sur le Royal Louis en 1693, 10 ans auparavant. Donc ça va. C'est quand même quelqu'un, effectivement, qui en a vu et qui connaît un certain nombre de choses. Mais cette expérience, donc, c'est le premier point. Et donc, j'avais regardé, oui, je me suis amusé, si l'on peut dire. C'est mieux que Netflix. Je me suis amusé à regarder la carrière de tous les marins avant leur embarquement en décembre 1703. J'ai calculé le nombre de campagnes, c'est ce qui est sur le tableau, oui, c'est ça. Donc vous avez effectivement, alors je vois rien de toute façon, c'est Terre-Neuve pour la première colonne, la deuxième c'est la course, troisième c'est les embarquements pour les classes, donc vaisseau du roi. Sans qu'on sache toujours s'il y a vraiment eu embarquement ou s'il n'a pas servi sur des batteries côtières, ou etc. Et le troisième, c'est le cabotage. Alors ça peut être du petit cabotage genre Bretagne-Normandie, ou ça peut être du cabotage jusqu'à Cadix aussi. Bon, voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de voyage américain, il n'y a rien d'autre. Et on s'aperçoit quand même que cette expérience, elle est là, mais elle est essentiellement tournée vers la grande pêche et donc vers Terre-Neuve. Après, effectivement, le système des classes, alors là aussi il y aurait beaucoup à dire, parce que quand on fait ça, on s'aperçoit que le système voulu par Colbert de service 1 an sur 4 pour la Bretagne, 1 an sur 3 pour Rochefort, etc., ça se vérifie absolument pas. Les gens restent plusieurs années sans servir, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, cet embarquement, il est bien présent, donc on peut même faire les calculs et voir si sur une trajectoire complète, même si elle est interrompue des fois par un décès, eh bien, est-ce que effectivement, combien ça représente d'années par rapport à l'embarquement total? Vous remarquerez que la course est présente, mais enfin la course c'est pendant les temps de guerre, et que le cabotage finalement est assez peu représenté. Donc ce sont des pêcheurs, ce sont des gens qui vont à Terre-Neuve, qui vont embarquer sur ce navire. Le deuxième critère, c'est la sécurité. C'est-à-dire que quand on voit un tel contingent, on se posera d'ailleurs la même question dans un mois, je crois, sur l'embarquer ensemble, c'est-à-dire qu'on se demande effectivement quelles sont les relations des uns et des autres. S'il y a véritablement des familles qui partent ensemble, des familles élargies évidemment, si éventuellement il y a une proximité géographique qui pourrait se vérifier. Et là, c'est intéressant parce que, me semble-t-il, les voyages à la mer du Sud, c'est déjà des voyages très individualisés. Là, ils sont nombreux, donc ça donne effectivement cette impression, mais tel n'est pas le cas. En dehors du père et du fils dont je vous ai parlé, il y a deux beaux-frères qui sont embarqués ensemble, et j'ai pas pu trouver, alors je vais peut-être mal chercher, mais je n'ai pas pu trouver de lien supplémentaire. Donc je ne dis pas que ces gens-là sont étrangers les uns par rapport aux autres, mais il n'y a pas de stratégie familiale, ou il n'y a pas de stratégie de protection qu'on puisse déceler. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans les embarquements traditionnels pour Terre-Neuve. Après, le troisième point, c'est l'opportunité. Donc là, désolé, j'ai vraiment pas eu le temps. Promis, dans une autre vie, je le ferai. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il aurait fallu faire pour répondre à la question, je veux dire, de quelqu'un de sérieux, ce qui n'est pas mon cas, pas nous. Ça aurait été, mais en plus j'ai tout pour le faire, ça aurait été de retracer intégralement l'année 1703. Et me semble-t-il, on peut comprendre pourquoi ces gens-là ont embarqué le 26 décembre sur le Murinet et sur le Saint-Charles. C'est-à-dire que les navires qui partent à destination de Terre-Neuve ont été limités, c'est la guerre, on veut qu'ils sortent ensemble, on veut qu'ils aient une certaine taille pour pouvoir se défendre, etc. Donc on a empêché les petits bateaux de sortir. Résultat, il y a une troisième critère, il y a cette opportunité qui permet effectivement d'embarquer. Après, évidemment, le cabotage, c'est un petit peu la même chose. Il est fragilisé par le fait, bien sûr, que les Anglais ont une certaine maîtrise quand même de la mer dans cette zone. Et puis, quant à la course, on y reviendra. Il y a beaucoup de bateaux corsaires qui partent, mais relisez par exemple André l'Espagnol.
vous vous apercevrez que si la guerre de la Ligue d'Augsbourg a été une importante période pour la course française, et si la guerre de succession d'Espagne l'a été également, à partir de 1705, il y a une baisse de la course qui est compensée justement par les voyages à la mer du Sud. Hein, donc on se trouve effectivement à une époque charnière et on peut se demander effectivement s'il y a une relation de cause à effet. J'ajouterais, parce que je viens juste de terminer l'article, que Vélez Málaga est en train de pointer son nez. Je veux dire par là qu'il va y avoir la campagne des jonctions qui va être menée bientôt, aussi bien de la part des Anglais que de la part des Français, entre escadre du Levant, escadre du Ponant, pour se regrouper suffisamment vite pour être le plus fort, le premier, et attaquer les autres tant qu'ils n'ont pas fait cette jonction. Et tout ça va donner la bataille de Vélez Málaga et la prise de Gibraltar juste avant. Donc là, on sera effectivement en juillet-août 1704. Mais le recrutement, lui, des bateaux, l'armement, l'ordre, va arriver au mois de janvier. Et dès le mois de décembre, donc on est en plein effectivement dans notre période de départ, on s'attend effectivement à partir. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que tous les marins qui ont embarqué à Brest sur des vaisseaux seront consignés, n'auront pas le droit de rentrer chez eux parce qu'on a peur de manquer de monde et donc effectivement serviront à Vélez Málaga, c'est-à-dire on maintiendra en quelque sorte les effectifs. Donc cette notion d'opportunité, elle est importante. On a quand même des gens qui ont une moyenne d'âge de 27 ans. Ce sont des jeunes gens, hein. Beaucoup de célibataires. Hein. Je vous rappelle que la règle pour les gens de mer est la même que pour les paysans. Hein. On se marie à 30 ans. Hein. Et c'est tout à fait vérifié. D'ailleurs, alors justement, après, il y a la notion de risque. C'est la quatrième notion, et j'en aurai terminé. Cette quatrième notion, c'est peut-être la plus importante. D'abord parce que c'était celle qui était demandée aujourd'hui. Hein. Et puis, voilà. Donc j'ai quand même un petit peu voilà, essayé de raccrocher le wagon. La suite dans les idées, j'en sais rien. Mais c'est bien aussi ce que tu viens de faire. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense que de la part de ces marins cancalais, il y a eu un calcul qui a été fait. Une pesée entre intérêt d'un côté et de l'autre risque. Le risque, je pense qu'il est connu par tous. On va dans des zones tropicales, la mortalité sera effrayante. Je dis effrayante parce que ces gens-là qui vont à Terre-Neuve, c'est une mortalité habituelle de 1,5%. Ça peut monter à 2, voire 3 pendant la guerre. Mais là, c'est parce qu'on a quand même fait quelque chose d'autre à côté, parce qu'on avait une commission en guerre et en pêche, par exemple. Mais la mortalité est très faible. Donc finalement, et là aussi, c'est la recherche qu'il faudrait faire. Alors j'ai trouvé à Rennes, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a des tableaux complets sur presque année par année sur les différentes paies, soldes, etc., que reçoivent les marins sur les différents types de navigation. Mais si vous voulez, est-ce que la pêche n'est pas quelque chose de confortable qui permet de gagner convenablement sa vie en bénéficiant, en jouissant d'une relative sécurité ? Moi, je pense que c'est la raison, si vous voulez, de la volonté réaffirmée de ces marins à toujours retourner à la pêche à Terre-Neuve. Alors après, voir effectivement ce que le traité d'Utrecht a pu modifier en termes de zones de pêche et puis est-ce qu'il a remis en question ce confort, ça sera une question à laquelle il faut répondre. Mais il est évident que ces gens qui vont partir sur ces deux navires se sont certainement livrés à cette réflexion. On peut imaginer dans les familles, on se dit combien ça va rapporter, combien de temps tu seras absent et finalement, quelles sont les chances que tu reviennes tout simplement. Donc, si vous voulez, c'est vraiment cette dimension, c'est-à-dire la réflexion qui vient du marin, on n'a pas l'habitude de la traiter, celle-là. Hein, on voit toujours l'intérêt du capitaine, on voit toujours celui de l'armateur, on voit toujours celui du ministre. On ne pense jamais finalement qu'un marin puisse réfléchir. Or, en dehors des vaisseaux du roi et en dehors de la Compagnie des Indes, mais ce sera le cas à partir de 1717, donc ce n'est pas le cas encore, il n'y a pas de contrainte à l'embarquement. On peut embarquer si on veut, on peut aussi faire le choix de ne pas embarquer, de pêcher la sole et puis de rester à la maison. Dans les matricules, c'est quelque chose qui se voit énormément. Les gens, ils restent des fois 3 ans chez eux. Tout le monde n'est pas un staccanoviste de la navigation à Terre-Neuve non plus. Donc, il y a une pesée qui a été faite, et c'est vrai que si on regarde homme par homme, on arrive à trouver des indices qui pourraient expliquer ce choix. Les indices, le premier, il y en a beaucoup qui vont se marier en revenant.
Je vous parlais d'un âge comment dire, assez bas, hein, d'une moyenne de 27 ans. Donc beaucoup de jeunes gens ont 22, 23, 24, 25 ans. Et on s'aperçoit, pour ceux qui reviennent, qu'ils se marient en rentrant. En fait. Donc, est-ce qu'il y avait la volonté d'accumuler un pécule qui pourrait éventuellement, est-ce qu'il y a eu un petit emprunt avant pour vendre un peu de pacotille, et puis est-ce qu'il y a eu ce calcul? C'est plus que probable. Il y a des gens qui viennent de se marier aussi. Hein, alors là, j'ai un Sébastien Labbé, le pauvre vieux, il a 24 ans, il s'est marié jeune en plus, donc il vient juste d'épouser Jocelyne Gourdel, hein, bon, je vous rassure pour elle, elle trouvera quelqu'un d'autre après. Hein. Les marins ne sont pas éternels, ça se change. Ouais. Pourquoi elle bouge un papier comme ça? Donc, je veux dire, voilà, il y a les deux aspects de la chose. C'est-à-dire, je pense qu'il y a la volonté de partir, faire un tour de corvée, comme on dirait dans la marine, pendant 2-3 ans, et de revenir effectivement avec un pécule. Parce que, encore une fois, c'est véritablement quelque chose de très rare chez les Cancalais de se lancer comme ça dans de tels voyages. Et ce qui est étonnant, c'est que si on va dans le bourg d'à côté, c'est-à-dire à Saint-Coulon, là, on s'aperçoit qu'on a des chiffres complètement différents. Je me suis aussi amusé, parce que voilà, on a beaucoup de temps, je me suis amusé à regarder un petit peu le nombre de voyages par homme. Et alors que, bon, à Cancale, ils sont beaucoup plus nombreux qu'à Saint-Coulon. Donc j'ai fait un rapport, et on trouve 0,15 donc voyages par homme à Cancale. On trouve 0,62 voyages par homme à Saint-Coulon. Donc à Saint-Coulon, on a des hommes qui, durant leur carrière, sont partis jusqu'à 7 fois dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça a de quoi faire une carrière complète, c'est énorme. Hein. Alors que, tu l'as montré tout à l'heure, on n'a pas du tout ça. On n'a pas du tout ça à Cancale, qui sont distants l'un de l'autre d'une poignée de kilomètres. Donc je terminerai simplement, et ce sera ma conclusion, in memoriam, de ces 4 personnes qui sont décédées. Le premier, c'était Thomas Elvan. Alors, il faudrait voir, et c'est la thèse aussi d'Eugénie, hein, il faudrait voir notamment aux archives départementales de Vannes les ventes de hardes, etc. Et on trouverait, je les ai en plus, hein, mais j'ai pas eu le temps non plus de regarder. Mais peut-être bien effectivement que ces bateaux ont fait l'objet d'un journal de bord ou d'extraits de journaux de bord où on a effectivement la vente de hardes. Et peut-être finalement que ces gens-là ne sont-ils pas morts et qu'ils ont déserté, hein, c'est possible aussi. Mais donc, parmi les 4 sont les suivants. Donc vous avez Thomas Elvan qui avait 17 ans, qui était mousse en 1702. Il venait juste d'être, augmenté, comme on dit, dans les matricules. Hein. Il venait juste d'être inscrit sur les matricules. Il avait fait seulement un voyage à Terre-Neuve, et donc la mention, on le dit, mort à la Chine. Le deuxième, il a 21 ans, c'est un matelot, il s'appelle Étienne Hiquet. Lui a effectué 2 campagnes en course, donc 2 fois 4 mois, 2 navigations au cabotage, et donc effectivement lui aussi est dit mort aux Indes. Le troisième, c'est Sébastien Labbé. Son beau-frère est à bord, c'est-à-dire il vient juste d'épouser, je vous le disais tout à l'heure, Jocelyne Gourdel, et son Jean Gourdel, le frère de Jocelyne, est donc avec lui. Il est un petit peu plus âgé. Sébastien, lui, a 24 ans, il est matelot. Il a fait 2 services pour le roi. Il a effectué 2 services pour le roi, il a fait 2 campagnes à Terre-Neuve, il a fait une campagne au cabotage et 2 campagnes de course. Donc lui aussi décède. Et le dernier, il a 18 ans, c'est Pierre Lefebvre. Alors là, on peut trouver aussi peut-être une autre raison. Comme quoi, finalement, tous ces matricules sont très riches. Hein. Le père était tombé en 1702 dans l'Orgueilleux. C'est-à-dire que pendant son propre service, il était tombé dans la cale, donc il était estropié, il était demi-solde. Est-ce que finalement le fils, il reste un frère à un côté, est-ce que le fils n'est pas parti justement pour essayer de trouver aussi de l'argent pour arranger les choses? C'est tout à fait possible. En tout cas, lui n'est pas revenu non plus. Et donc, on a effectivement nos quatre marins décédés dans cette campagne. Inutile de vous dire effectivement que de telles concentrations, on n'en retrouve plus après, hein, et pendant longtemps. Il faudra
vraiment attendre le traité d'Utrecht pour que peut-être effectivement on réenvisage ce style de navigation, c'est-à-dire navigation de traite avec l'Afrique, navigation de droiture avec l'Amérique et navigation plus large avec les mers du Sud, la Chine et puis la Compagnie des Indes orientales par la suite. Je vous remercie. Boum.